Bonsoir à toutes et à tous, ou rebonsoir pour celles et ceux qui étaient là à l'instant. J'espère que vous allez bien malgré tout et je vous remercie beaucoup d'être présents ce soir. Alors je vous accorde qu'il y a des périodes à célébrer plus enthousiasmantes que celles que nous vivons. Mais malgré tout, malgré ce sentiment parfois d'être dans une impasse, de crier fort sans être entendu, il y a des choses qui sont très puissantes, qui nous rappellent que nous sommes dans le juste quand nous défendons le modèle associatif. Pour une fois, je vous propose de sortir quelques instants seulement de la question politique, qui est bien essentielle, pour nous attarder une seconde sur la question sociale. La vie associative, elle est au cœur de notre contrat social. Elle le fonde même. D'abord parce que sans la vie associative, sans l'action associative, la situation serait bien plus terrible, on l'a vu à l'instant, on le sait trop bien sur le plan social, isolement, précarité, inégalité, souffrance, de la petite enfance au grand âge, du plus petit village à la plus grande métropole dans tous les territoires. Ensuite, parce que c'est grâce à la vie associative que la vie est plus belle aussi, plus confortable, plus joyeuse. Je pense au sport, à la culture, aux loisirs, aux vacances, à la vie collective. Qui peut être contre ça ? Qui peut accepter de sacrifier ça ? Qui peut s'opposer à ça ? Et puis surtout, comment ne pas être fier de ça quand on sait à quel point l'action associative change concrètement la vie des gens ? Malgré ça, c'est très difficile aujourd'hui d'être responsable ou militant associatif. On a souvent l'impression de faire avec presque rien, d'alerter sans être entendu ou écouté, de remplir un puits sans fond. Et lorsqu'à ces difficultés s'ajoutent des restrictions budgétaires comme celles que l'on connaît, c'est tout simplement révoltant, voire insupportable. Quelques exemples. Le Secours populaire du Val-de-Marne, qui perd les 3/4 de sa subvention alors que les demandes augmentent, avec pour conséquence l'absence de vacances pour des dizaines de familles. Des activités culturelles, sportives qui ne sont plus assurées suite à des coupes budgétaires brutales. Des services ou des actions de la protection de l'enfance, on parle bien des plus vulnérables d'entre nous, qui ne sont plus financés parce que pas considérés comme fondamentaux. Et je vous renvoie d'ailleurs au rapport de la Défenseure des droits qui est sorti aujourd'hui à ce sujet. Des postes d'adultes relais qui sont supprimés alors qu'ils visent à améliorer la relation entre les habitants de quartier, l'accès aux services publics. Qui peut accepter ça ? Et surtout, qui peut rester silencieux face à ça ? Le sujet, il est social, certes, mais il est aussi politique. Comment peut-il ne pas l'être ? Ces dernières semaines, l'actualité nous le rappelle vivement. Le 11 janvier 2025, j'ai ouvert Le Monde, et qu'est-ce que j'ai lu ? D'abord, une série d'articles sur l'état de la psychiatrie en France. Le même jour, Mark Zuckerberg annonce qu'il veut mettre fin à la politique d'inclusion dans son entreprise et demande, je cite, « plus d'énergie masculine ». Le même jour encore, Los Angeles brûle. Toujours le même jour, Mayotte est en alerte rouge, car déjà dévasté par le cyclone Chido, il voit arriver un nouveau cyclone, le cyclone Dilikedi, j'espère que je l'ai bien prononcé. Plus récemment, Trump est investi et signe, je vous en donne un exemple, mais un décret qui interdit aux personnes transgenres de rentrer dans l'armée américaine. En France, Bruno Retailleau publie une nouvelle circulaire sur la régularisation des étrangers sans papier qui nous fait regretter, et c'est dire, la circulaire Valls de 2012. Pas plus tard que mardi matin, Sébastien Chenu, invité de France Inter, déclare, je cite, « On a gagné depuis longtemps la bataille idéologique sur l'immigration, pendant que le Premier ministre parle d'un sentiment de submersion migratoire. » Tout ça là en quelques semaines. Alors oui, franchement, le sujet, il est politique. Il est politique parce que c'est bien tout un modèle de société qui est en train d'être attaqué, en France, à l'étranger. Et il me semble que face à ces attaques, il est de notre devoir de répondre. C'est plus facile de faire comme si tout se valait. Plus facile de faire comme si ce n'était pas notre rôle. Plus facile de tourner la tête en espérant que ça passe. Encore que tout dépend de la définition que l'on donne à la facilité. Mais admettons. Plus facile peut-être, mais certainement pas plus juste, plus acceptable, plus honnête, plus en phase avec nous-mêmes. Alors je reste lucide, je sais que les associations, elles ne peuvent pas tout, mais je crois qu'il est grand temps pour nous d'amorcer un changement profond dans notre rapport aux politiques et à la politique.
Je crois qu'il est grand temps pour nous de rentrer dans une nouvelle ère. Alors vous allez dire que je fais une fixette sur Rosan Vallon, ce qui est sans doute vrai, mais il montre bien la structuration des ères précédentes. Il montre quoi dans un de ses bouquins? Il montre que d'abord, la relation entre la société civile et les pouvoirs publics, c'est une relation de contrôle et de défiance. Puis petit à petit, la relation entre les associations et les pouvoirs publics, la société civile en général, c'est une approche plus utilitariste. Des associations qui expérimentent, c'est pas mal. Des associations à vocation hygiéniste, à un moment. Des associations qui contrôlent aussi. Mais jamais, jamais, des associations qui permettent aux individus de trouver du pouvoir d'agir. Jamais des associations pour politiser le débat, pour contribuer à produire des aspérités. Jamais des associations pensées tout à la fois comme indispensables à la démocratie et comme des espaces éminemment démocratiques. Plus le temps passe, plus la situation politique et économique dans laquelle on se trouve s'ancre, et plus je me dis qu'on doit trouver les moyens de nous émanciper. Non pas du public, non pas de l'action publique, non pas des financements publics, mais des pouvoirs publics. Trop souvent, et depuis trop longtemps, ça je pense que c'est très important, on pense notre légitimité par rapport à la puissance publique et par rapport à ce que le politique nous concède ou nous reconnaît. Ça a été utile, ça a été nécessaire, mais je crois que ça nous pose de plus en plus de difficultés, car ça nous empêche de construire une vision, un projet qui ne soit pas en réaction à ce que le politique nous propose. Et il me semble que dans le contexte dans lequel on se trouve, on a une immense responsabilité. Le problème politique que l'on connaît, il s'explique en partie par l'absence de conviction de certains quand même. On vit un moment qui est assez dangereux de ce point de vue-là, parce qu'on vit un moment qui accentue et qui alimente la dépolitisation, qui donne l'illusion que tout est dans tout et que tout se vaut. Et c'est pas vrai. Avoir des valeurs, avoir une définition de ce qui est juste, admettre que faire des choix ont des conséquences et que par conséquent, faire d'autres choix en aurait d'autres, c'est très important. Et c'est très dur de revendiquer l'esprit critique, de le construire, de lutter contre une forme de médiocrité intellectuelle quand même assez insupportable. C'est très dur, mais ça on sait le faire nous, puisque c'est le principe de l'éducation populaire. Alors ça veut dire quoi, revendiquer notre émancipation? Ça veut dire repenser et revoir les modalités de financement du monde associatif. On l'a dit, il me semble qu'on est arrivé au bout d'un modèle et qu'il est grand temps d'en inventer un autre qui nous permette, d'une part, un financement qui ne dépende pas uniquement de la volonté du politique, et d'autre part, un financement qui ne soit pas réduit à presque rien dans un contexte budgétaire qui enferme nos représentants dans une logique de court terme. C'est vraiment très important et c'est le sens du travail qu'on est en train de conduire avec Martin Bobel au sein du mouvement associatif et suite à l'avis du CESE sur le financement du monde associatif. Ce travail, il vise à nous protéger face aux atteintes aux libertés associatives et il vise à nous sécuriser face à l'instabilité politique. Il a plusieurs ambitions. D'abord, sécuriser la subvention. Ensuite, permettre la création d'un fonds national de mobilisation pour la vie associative. Mais il vise aussi à nous aider à identifier les bons outils, les bons moyens pour distribuer une partie de l'argent public autrement, de sorte à garantir l'émancipation effective du monde associatif. Alors une fois que j'ai dit ça, je nous invite à ne surtout pas céder à la tentation du désespoir ou du repli sur soi. Je pense que l'on entre dans un temps qui est celui du combat, un temps de résistance d'une certaine façon, un temps qui va voir s'opposer des visions et des projets de société qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et je crois que ce temps, il nous oblige à prendre position de façon très claire, exigeante. Il nous oblige à ne pas nous tromper d'ennemis et à continuer à faire avec d'autres, en collectif. Il nous oblige à ne surtout pas lâcher l'affaire. Je sais bien que les valeurs ne suffisent pas. Je sais bien ça. Mais je trouve qu'on a un peu trop honte des valeurs parfois. Et je sais qu'elles ne suffisent pas. Elles ne suffisent pas à faire face à l'illibéralisme, à la montée des populismes ou de l'autoritarisme. Mais ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas suffisantes qu'elles ne sont pas absolument nécessaires. Et je pense qu'on peut revendiquer d'être des organisations de valeurs. On a une exigence de justice, d'égalité. On a une exigence d'action, de solidarité, d'entraide. On a la conviction que les gens sont beaucoup plus intelligents qu'on ne le croit, que tout le monde doit pouvoir trouver sa place dans la société, que les inégalités de naissance ne doivent pas être ignorées sans pour autant enfermer.
Nous avons la conviction que la transition écologique est l'urgence de notre temps, mais que celle-ci ne s'oppose pas à la justice sociale. Nous avons la conviction que les gens ont des choses à dire dès lors qu'on les laisse parler, que l'engagement collectif peut déplacer des montagnes. Nous avons la conviction que le rejet de l'autre n'est jamais acceptable, jamais. Nous soutenons une société qui protège les plus vulnérables, les plus petits et les plus âgés. Nous avons aussi la lucidité de savoir que tout n'est pas rose, que certains d'entre nous sont parfois exaspérants, c'est vrai, que des désaccords existent malgré de nombreuses valeurs partagées. Et nous avons même la conviction que c'est une bonne chose, parce que la démocratie, c'est aussi la pluralité, c'est aussi les divergences et c'est aussi parfois le conflit. Voilà quelques briques, quelques mots qui illustrent ce que sont nos valeurs. Et j'ai bien conscience qu'elles ne suffisent pas, mais je crois qu'elles sont indispensables. Et je sais surtout, je vois comme vous, que d'autres s'organisent aussi avec des valeurs qui ne sont pas celles-ci, des valeurs qui vont parfois à rebours de celles-ci, voire que certains s'organisent en remettant en question toute forme de valeur et surtout toute forme de limite. Je vous cite un article du Grand Continent très intéressant intitulé « Trump, Musk, l'hypnocratie ou l'empire des fantasmes ». Je cite. Trump, par sa répétition obsessionnelle et sa déstabilisation constante de tout référentiel et de toute vérité, et Musk, avec ses visions techno-utopiques et ses promesses de transformation radicale, représentent les deux faces d'une même pièce, la capacité à construire et à soutenir des réalités alternatives qui capturent et manipulent la conscience collective. Tout le contraire de nous. Ça, c'est pas dans l'article, c'est moi qui le dis. Tout le contraire de nous. Et il me semble qu'on ne peut pas rester silencieux, immobile ou attentiste face à ces forces. On vit un moment dangereux, je l'ai déjà dit, parce qu'on vit un moment qui alimente la dépolitisation. Ça nous donne cette illusion que tout se vaut, que tout est pareil, mais c'est pas vrai. Tout ne se vaut pas, tout n'est pas acceptable de la même façon. Et le problème, ce n'est pas d'avoir des valeurs. Le problème, c'est de ne pas avoir de cadre ou de ne pas avoir de conviction. Je suis en train d'écouter le podcast de Philippe Collin sur l'affaire Dreyfus, très intéressant. Très intéressant notamment parce qu'il nous raconte comment cette affaire qui nous est présentée comme ayant divisé la France, en fait, elle concerne très peu de gens. La plupart des Français sont très très loin de ça. Ils sont inspirés par une vie quotidienne. Ils n'ont pas vraiment de conviction sur le sujet et donc ils sont dépossédés du débat. Sans faire de mauvaises comparaisons, c'est par absence de conviction que Zuckerberg fait un virage à 180 degrés. C'est par absence de conviction qu'on voit certains intellectuels rejoindre les organisations d'extrême droite, par manque de conviction et par opportunisme. Cette année, comme vous le voyez, elle s'ouvre avec énormément d'enjeux, énormément de défis, mais aussi énormément d'attentes. Elle s'ouvre par une responsabilité immense sur nos épaules. La question qui se pose à nous, elle est double. Elle est à la fois celle de la confiance, mais elle est aussi celle du modèle social que l'on veut porter. Et ces deux points, ce sont les deux faces d'une même pièce. La question de la confiance, parce qu'elle est l'une de nos institutions invisibles. C'est la confiance qui permet la vie en société, qui est à la base de toute transition, de toute règle, de tout lien. Force est de constater que cette confiance, notamment vis-à-vis de nos représentants politiques, elle est profondément ébranlée. Dans le cadre du dernier rapport annuel sur l'état de la France, qu'on a présenté au CESE récemment, ce sont 76% des Français qui jugent les hommes et les femmes politiques déconnectés des réalités des citoyens. Mais cette confiance, elle reste immensément grande vis-à-vis des associations qui sont partout, en proximité, et qui donnent du pouvoir d'agir aux individus. Là encore, ça nous donne une immense responsabilité. Ça nous donne une immense responsabilité, car si la confiance s'effrite, si la défiance s'installe, si le modèle social, le lien social, s'érode, c'est la cohésion sociale qui est en danger et qui peut préparer l'avènement du populisme. Et là encore, je vous renvoie à Rosan-Vallon, les institutions invisibles. Deuxième sujet, c'est la question du modèle social, qui est directement corrélé au sujet de la confiance. On l'a dit, sans les associations, sans notre maillage territorial, sans cette volonté des individus de s'organiser pour répondre à des situations qui ne leur conviennent pas, notre société ne tiendrait pas. Je pense que j'exagère pas quand je dis ça, ça ne tiendrait pas. Là aussi, c'est essentiel parce que c'est ce modèle social, c'est ce maillage territorial qui permet à la confiance de tenir malgré tout. Parce qu'au nom de ce modèle social, on sait que certains prendront le relais, que certains s'organiseront pour faire front.
Mais ce n'est possible qu'à condition d'avoir les moyens d'agir, les moyens financiers et les moyens politiques. Alors pour conclure, malgré tout, je nous souhaite à toutes et tous une année de combat, une année de mobilisation, une année de détermination. Je nous souhaite aussi une année pleine de rêves et d'espoir, une année qui pose des limites et qui clarifie les positions, une année de conviction et de valeurs qui donne toute sa place au monde associatif et à celles et ceux qui s'y engagent. Je nous souhaite de ne surtout pas lâcher l'affaire parce que ce qu'on fait est très important et peut complètement changer la donne. Je nous souhaite enfin de trouver les moyens de nous émanciper parce que le temps passé à chercher des fonds, à essayer de trouver des solutions pour faire face à nos problèmes de trésorerie, à expliquer que nos libertés sont essentielles, est un temps que l'on ne passe pas à faire autre chose alors qu'il faudrait plus que jamais en avoir du temps pour penser le long terme, pour construire des réponses adaptées, pour poser des limites et pour pouvoir entrevoir un avenir enthousiasmant. Je vous souhaite une très bonne année et je vous invite à boire un verre. Merci beaucoup.